Donc on en est à notre troisième partie de cette intervention et ce programme préparé par l'Université populaire de La Chapelle. Bernard m'avait fait une commande sur le troisième temps, c'est les acteurs. Alors les acteurs, j'étais voir dans le dictionnaire ou sur internet. Acteur, bon, c'est qui agit, hein. D'ailleurs qui agit devant la caméra, donc ça c'est les acteurs, les artistes, mais c'est également aussi tous ceux qui agissent. Et en l'occurrence là sur cette thématique, sur cette question de Rome, eh bien qui agit pour les Roms, qui agit contre les Roms, qui agit avec les Roms. Donc c'est le sujet de cette soirée. J'ai préparé un diaporama qui va essayer de balayer. Alors Bernard présentait les quatre thèmes. Les quatre thèmes, la santé, l'éducation, le logement et le travail sont des droits fondamentaux, des droits humains fondamentaux. Et on a construit, notamment avec l'association Soleil Rome, dont je suis le salarié, beaucoup d'actions autour de ces quatre thèmes-là. Donc ce soir, si on veut traiter cette question d'acteurs ou de partenaires, moi j'utilise plutôt le terme de partenaire. Hein. Quand on apprend, alors moi j'ai appris en méthodologie de projet, les partenaires, on les cite, on les qualifie de partenaires financiers, partenaires techniques, partenaires institutionnels. Donc on va essayer de balayer tous ces types de partenariats. Alors, quand on parle de partenaires, on pourrait tout simplement faire l'inventaire de tous les partenaires sur la question de la présence des Roms en France, de leur présence, de l'accueil et de la possibilité qu'ils s'insèrent ou qu'ils restent de façon un peu plus continue sur le territoire français. On pourrait justement tout simplement ouvrir un annuaire et puis faire la liste de tous les partenaires existants. Ma démarche, mon entrée, surtout dans le cadre d'une université populaire, bien c'est de m'appuyer sur mon expérience de Soleil Rome, donc l'association à Sainte-Luce. Je le rappelle, en 2009, une dizaine de familles s'installent sur un terrain sauvage à Sainte-Luce et immédiatement, assez rapidement, la mairie nous contacte un certain nombre de citoyens qui accompagnaient ces familles pour imaginer un projet. Ce projet-là a pris forme à partir d'un terrain que la mairie a mis à disposition à l'association, et puis la création de l'association Soleil Rome, le salariat alors donc de moi dans un premier temps, et puis notre jeune, et puis on a mouliné un projet qui s'appuie toujours sur ces quatre droits fondamentaux là, le logement, la santé, l'éducation et le travail. Donc on va s'appuyer sur cette expérience de Soleil Rome. Soleil Rome, on l'a décrit. Rome Europe, je tiens aussi à préciser que je fais partie, alors l'association et puis moi en tant qu'individuel, nous faisons partie, ou je fais partie, je ne vais pas parler au pluriel, je fais partie du collectif Nantais Rome Europe. C'est un collectif, donc ça n'a pas un statut de loi 1901, d'association loi 1901, donc il n'y a pas un conseil d'administration, un bureau, un président, hein. C'est un collectif, donc viennent participer et travailler à ce collectif-là un certain nombre d'associations, donc des associations qui ont une couverture un peu nationale, donc il y a Médecins du Monde, il y a la Ligue des droits de l'homme, il y a la CIMAD, le Gazprom, le MRAP, et puis un certain nombre d'associations qui se sont créées sur les communes de la grande agglomération nantaise, hein. Les communes donc, que j'avais précisées la semaine dernière ou l'autre fois, les communes qui accueillent actuellement des familles ou qui ont aménagé des terrains, hein. C'est Indre en premier, Couéron, Trélières, Vigneux, Le Cellier, et puis quelques communes dans le sud de Nantes, là, dont je vous avais décrit ça l'autre fois. Donc des associations qui travaillent, alors soit des associations reconnues, puisque la mairie porte le projet comme à Couéron ou comme à Indre, ou les autres communes, mais il y a également aussi des associations sur des communes, là où il n'y a aucune volonté politique,
d'imaginer des projets identiques à celui de Sainte-Luce ou de Indre ou de Couëron. Alors bon, on ne va pas citer Saint-Herblain, on ne va pas citer Orvaux, ni Rozay, ni Bougnay, mais voilà, toutes ces communes-là, il y a des associations qui interviennent sur le terrain, enfin, au sens, ou sur les terrains, sur des terrains sauvages. Donc le travail, évidemment, est assez compliqué par rapport aux projets qui sont portés par une collectivité. Ce qui explique que sur la première diapo, je cite la ville de Sainte-Luce, puisque là on va focaliser un peu cette intervention à partir de l'expérience de Sainte-Luce. Alors, on va décrire un certain nombre de partenaires. Tous ces partenaires, eh bien, soit au sein du collectif Nanterre Rome Europe ou à travers les différentes activités de Soleil Rome, eh bien, j'ai été appelé à travailler avec eux, à intervenir, à les rencontrer. Donc on peut parler tout au début bien de l'État et la préfecture qui représente l'État. La préfecture intervient notamment sur tout ce qui est la loi et l'application de la loi. Donc quand il y a des expulsions, eh bien c'est la préfecture qui... il y a le tribunal, il y a une décision de tribunal, mais après, eh bien, c'est la préfecture qui fait appliquer la loi, donc qui demande à ce que les occupants, sans titre ni droit sur un terrain, eh bien, libèrent ce terrain-là, et puis quand ça se passe mal, eh bien, ou quand ça se passe pas, eh bien, la préfecture délègue la force publique pour que la loi soit appliquée. Donc je vous avais montré quelques photos la semaine dernière, comment ça se passait. Voilà. Deuxième partenaire institutionnel, Chaptal. Alors, petite précision, parce que sans doute vous avez entendu parler de Chaptal. Alors, qu'est-ce que c'est Chaptal? Il faut ramener un peu à l'histoire de l'agglomération nantaise. Les Roms étant arrivés dans les années 2004-2005, et puis après une grosse vague à l'ouverture, enfin à l'entrée, au moment de l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne en 2007, il y a eu là une deuxième vague d'arrivées. Et la loi française permet à tout occupant sur un territoire de bénéficier du suivi social, donc de prétendre à tous les services des centres médico-sociaux, par exemple, qui sont gérés par le département. Et dans certains quartiers de Nantes, par exemple, eh bien, il y avait 50 familles et qui demandaient des aides, par exemple, au Conseil général, donc en allant dans les centres médico-sociaux. Et puis quelquefois ils étaient expulsés, donc ils se déplaçaient, et donc c'était quand même très difficile de gérer et de suivre les familles qui commençaient à grossir en nombre sur l'agglomération nantaise. Et en 2008, je pense, le Conseil général, qui a cette prérogative là en matière d'aide, d'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, et puis tout ce qui concerne la PMI, la protection maternelle et infantile, eh bien, a créé un service dédié qui s'appelle Chaptal. Alors pourquoi Chaptal? Parce que c'est rue Chaptal, c'était un ancien centre médico-social, rue Chaptal, alors c'est quartier Chantenay. Et le Conseil général a décidé que tous les Roms, roumains, mais Roms, qui pouvaient, que ces familles-là pouvaient être suivies et prétendre à un suivi et des aides, par exemple, par un seul service qui était Chaptal. Ça pose un petit problème pour ceux qui sont en dehors de l'agglomération nantaise. Alors il y a des familles qui sont actuellement à Trélières ou au Cellier, ou même ailleurs, encore plus loin, à Clisson. Eh bien, toute famille roumaine, et donc rome, en l'occurrence, eh bien, ne peut pas prétendre à bénéficier d'un suivi, d'un accompagnement par un centre médico-social autre que Chaptal.
On m'a dit de faire assez vite, au moins pour que la première présentation passe dans une durée maximum d'1 heure, et après on posera vous poserez des questions, et puis on essaiera, alors moi d'y répondre, mais je vois dans la salle aussi des acteurs, hein, des actrices de cette question de Rome, donc qui pourront aussi intervenir avec moi. Donc le propos, on va balayer quatre thèmes: l'habitat, l'éducation, la santé et le travail. Et puis là, on va décrire tous les acteurs qu'on a pu rencontrer au cours alors, de mon expérience depuis, on va dire, 7-8 ans sur les terrains sauvages, et puis depuis 4 ans à Soleil-Rome. L'habitat, rien ne peut se faire s'il n'y a pas une volonté politique. En l'occurrence, à Sainte-Luce-sur-Loire, assez rapidement, il y a eu cette volonté politique de trouver un terrain, de l'aménager. Donc là, on voit les blocs sanitaires qui arrivent. Et puis, bien d'accompagner une association, alors financièrement, hein, on a une subvention qui est votée tous les ans. Et puis, on a un partenariat assez étroit avec la mairie et avec le CCAS pour bien identifier les responsabilités et les activités respectives entre le CCAS, le centre communal d'action sociale, et puis l'association, parce qu'on a des activités ou des accompagnements qui pourraient se chevaucher. Quand on parle d'habitat, le CCAS aussi a cette possibilité bien, de recenser les familles demandeuses de logement social. Donc maintenant, certaines familles, comme elles ont la carte de séjour, elles ont aussi donc des droits à la CAF, eh bien ça leur donne un petit peu plus de solvabilité pour pouvoir prétendre au logement social. Cela dit, la situation, alors à Sainte-Luce, à Nantes et puis sur l'ensemble de la France, la situation du logement social est telle que ces familles-là ne sont pas forcément prioritaires. Hein. Donc, assez rapidement, dès que j'ai pris mes fonctions, là, en 2009, il y avait 2 familles qui étaient allocataires de la CAF. Donc, j'avais fait une demande, mais cela dit, c'est quand même long pour obtenir un logement social. Mais voilà au moins la logique. Et puis avec la suppression des mesures transitoires là au 1er janvier 2014, on peut espérer que pour certaines familles, l'accès au logement social sera un petit peu plus facilité. Ça va être des exemples aussi que je vais citer tout au long de mon intervention. Vous avez vu les photos, un terrain, la mairie avait financé à hauteur de 15 000 € pour l'investissement, c'est-à-dire pour essentiellement l'achat de mobil-home. Donc ils étaient dans des vieilles caravanes, et puis 6 mois après, cette subvention de 15 000 € a permis de commencer à payer un certain nombre de mobil-homes. Il y avait 10 familles, donc il fallait 10 mobil-homes. Un mobil-home d'occasion était autour de 2500 €, donc on pouvait en acheter et puis en mettre à disposition 6, donc il fallait aussi compléter une dizaine, à 10, donc il a fallu qu'on achète 5 autres, ou 4 autres plutôt. Et dans un premier temps, les adhérents ont participé à une souscription de parts à hauteur de 100 €. Et donc on a récolté exactement 52 parts, donc ça fait 5 200 €. Ça nous a permis de compléter l'achat pour que assez rapidement et tous en même temps, les 10 familles puissent rentrer dans un logement quand même un petit peu plus convenable que leur caravane complètement délabrée. Et puis, on a bénéficié de la Fondation de France, donc c'est un peu aussi le travail des salariés, ou c'était moi en l'occurrence tout seul dans un premier temps, de rechercher, d'aller à la pêche aux sous, hein, parce qu'il faut vraiment bien parler comme ça. Donc la Fondation de France avait une ligne sur l'amélioration de l'habitat, et donc on a bénéficié là d'un montant, alors de mémoire c'était 12 000 €, et puis on avait après été lauréat régional. Donc on avait eu encore 3 000 €, ce qui nous a permis de compléter l'achat des mobil-homes, de rembourser notre souscription aux personnes qui ne souhaitaient pas
enfin qui souhaitaient récupérer leur mise. Et puis on a équipé chaque mobil-home d'une pompe à chaleur pour réduire les coûts de chauffage. Ce sont des mobil-homes, alors ils ont des normes d'isolation enfin des capacités d'isolation très faibles, donc beaucoup de déperdition. Ils chauffent beaucoup, c'est le chauffage électrique, ça coûte cher. Et sur le terrain, la seule contribution, il n'y a pas de location, puisqu'on n'a pas le droit de sous-louer ou de louer. C'est simplement le paiement des fluides, c'est-à-dire eau et électricité. Donc le terrain est équipé de compteurs divisionnaires. On a un seul compteur, donc qui est le client, c'est l'association. Puis après, on établit des factures à la consommation réelle. Et puis on demande aux familles de payer ces factures-là. L'intérêt, c'est qu'ils se rendent compte d'une part du coût réel, et puis on rentre un petit peu plus dans la responsabilité et dans la socialisation, enfin, ou plutôt la responsabilisation de ces familles-là. Demain, ils rentrent en logement en dur, eh bien, ils devront payer un loyer et les factures d'eau et d'électricité. Sur l'aménagement du terrain, donc vous imaginez un carré de 50 mètres par 50 mètres, donc 2500 mètres carrés, et puis là il fallait placer 10 mobil-homes avec une norme de sécurité pas trop définie par les textes, mais dont nous on avait obligé un écart entre deux caravanes, entre deux mobil-homes de 4 mètres. Donc c'est peut-être des détails, mais enfin ça nous a permis comme ça aussi de travailler, notamment avec l'école d'archi. Donc l'école d'archi est depuis les enseignants et puis les étudiants de l'école viennent tous les ans. Alors sur la première année, c'était sur l'aménagement un peu spatial de ce terrain-là. Donc il y a deux stagiaires, deux étudiantes qui sont venues pendant un an travailler avec les familles pour dire voilà, on a 10 mobil-homes, comment vous imaginez de les placer sur le terrain. Donc le principe, c'est il y a un mobil-home, et puis les petits carrés rouges plutôt là, ce sont les caravanes que les familles ont conservées pour faire la cuisine. Donc ça c'était un choix par rapport à d'autres terrains où il n'y a pas enfin ils vivent entièrement dans soit des petits chalets ou soit dans des mobil-homes. Nous on avait dit bon, leur seul bien en France, c'est la caravane qui traîne d'un terrain à l'autre. Et puis au moins ils peuvent faire la cuisine, donc beaucoup de vapeur, de graisse, d'odeur, etc. Et donc au niveau de conditions de vie comme plus acceptables, les mobil-homes servent pour manger, pourquoi pas, pour recevoir les voisins, les amis, nous, et puis pour dormir surtout. Et puis à côté la cuisine. Donc ça fonctionne bien. Et puis on voit là des petits circuits par famille, hein, donc. Certaines familles ont aménagé autour de leur mobil-home pour se retrouver, pour manger entre 2 ou 3 familles. Voilà. Au fond, c'est en vert, ce sont les blocs sanitaires. Ça a eu cet effet que les familles, alors relativement, ont pu s'approprier le terrain. C'est-à-dire, c'est pas, on ne vient pas comme ça sur un terrain déjà aménagé. On a pris du temps, on a passé beaucoup de temps avec les familles pour dire voilà comment on peut imaginer ça, quoi. Et assez rapidement, elles ont imaginé cette structure un peu circulaire là, donc tout autour d'une place où là, ils peuvent aussi, on verra quelques photos là, ils peuvent aussi vivre, faire la fête, déjeuner tous ensemble, puis vivre à peu près convenablement. Les partenaires qu'il ne faut pas oublier, ce sont les bénévoles. Donc l'association, donc on a un fonctionnement associatif. Donc là, il y a au moins une bénévole. Bernadette, je te salue. Alors voilà, les bénévoles qui gravitent sur toutes nos activités. Hein. Donc on a essayé, mais bon, ça n'a pas été, c'est un peu un fiasco, de faire un petit jardin. On avait réservé le long de quelques mobil-homes, là, un petit terrain. Donc on avait trouvé un agriculteur qui avait accepté de faire les labours. Et puis bon, voilà. Donc quelques entreprises locales. Quand je dis ça, c'est aussi qu'un projet comme ça, c'est pas simplement du social ou de l'humanitaire, c'est que ça participe aussi à l'activité locale. C'est-à-dire que moi, je me plais aussi
aller voir, aller au Super U, à la pharmacie, au bureau de tabac, même si c'est pour acheter des cigarettes. Bon, ils participent, donc il y a un retour sur investissement. Il ne faut pas croire que... Et puis il y avait une émission sur France Inter ce soir, là, à 19h20, là, sur l'immigration. Bon, il y a une économie quand même autour de l'immigration. Il ne faut pas croire que c'est simplement, ça va que dans un sens. On donne de l'argent, d'ailleurs, c'est avec notre argent, hein, l'argent de la CAF qui sert qu'à ces personnes-là. Non, il y a aussi un retour quand même. Il faut le souligner, quoi. Au-delà de toutes les valeurs généreuses que l'on peut, enfin, auxquelles on croit et qu'il faut défendre, quoi. Donc un terrain aménagé, même si c'est un peu le bordel, puisqu'il y avait une voiture là, qui était à réparer au milieu. Mais voilà, au bout d'un certain temps, eh bien, on fait la fête pour l'occasion d'un anniversaire, en l'occurrence, d'un petit. Voilà. Sur la partie habitat. Évidemment, à terme, eh bien, c'est de rentrer sur le droit commun, donc sur le logement dur. Mais on réfléchit maintenant, en 3e année, avec l'école d'archi, pour peut-être imaginer d'autres types d'habitats adaptés alors aux Roms, mais pas que, c'est-à-dire à d'autres populations immigrées, pourquoi pas. Donc on lorgne sur la nouvelle loi, enfin la loi qui devrait passer en 2014 sur les habitats mobiles et mobiles et légers, voilà, c'est ça, habitat léger et mobile. Donc il va y avoir une loi qui va, enfin on en a parlé un petit peu la semaine dernière, qui va aussi peut-être réglementer ce problème de yourtes, de camping, etc. Deuxième thème, deuxième droit fondamental, l'éducation. L'éducation, alors, bon, forcément l'éducation nationale, c'est une redite, mais tous les enfants en âge scolaire, donc de 6 à 16 ans, vont à l'école, sont tenus d'aller à l'école, hein, c'est la loi, c'est le droit et les devoirs. Donc là, maintenant, à Sainte-Luce, ça se passe, je dirais, relativement bien. On est à un taux de présentéisme proche de 100% en primaire. En secondaire, là où ça quand même, il y a un petit peu plus de déperdition, je dirais, un petit peu plus d'absentisme, mais globalement, on a quand même un bon taux de scolarisation. Et puis, surtout, il faut souligner le travail des bénévoles. Donc, l'association a recruté 2 volontaires de service civique. Donc, le dispositif, là, on en est à notre troisième groupe, en fait, parce que on accueille 2 volontaires par an, notre 3e année. Et là, les volontaires de service civique, alors, on peut passer cette diapo-là. On a travaillé la première année avec les écoles de Sainte-Luce, donc ça c'est l'école de la Cerizay, où tous les enfants primaires sont scolarisés. Et assez rapidement, certains enseignants ont constaté bien que l'accueil dans les classes est un peu difficile pour des enfants qui peuvent être allophones, enfin dès qu'ils arrivent en CP. Donc on avait fait une première action, mais très informelle sur le terrain. Et puis assez rapidement, 2 instituts ont dit pourquoi pas passer une convention avec l'inspection académique pour imaginer que les volontaires de service civique, statut ou un autre statut, ces jeunes-là puissent intervenir à l'école. Ce qu'on a fait, je vais trop vite, donc on a passé une convention avec l'inspection académique pour pouvoir intervenir le matin dans les classes où les enfants sont scolarisés. Donc depuis, on est à notre troisième année maintenant. Donc tous les matins, un des 2 jeunes intervient de 9h à midi, et puis l'après-midi, il revient sur le terrain et il prépare l'accueil des enfants du retour de l'école. Donc à 4h, 4h30, les enfants reviennent de l'école. On leur propose un petit goûter pour faire une coupure dans la journée. Et après, on enchaîne par de l'accompagnement à la scolarité, donc, ce que fait Bernadette notamment. Hein, donc tous les jours et maintenant le mercredi, puisque à Sainte-Luce, on a les 4 journées et demie d'école en primaire.
Bien tous les jours, on a entre 3 et 4 et 5 bénévoles qui interviennent et qui prennent en charge dans un mobilo les enfants. Pour le collège, c'est pareil. Il y a aussi, alors sur des temps un petit peu moins rythmés, il y a une jeune qui est en 4e, donc là, on fait de l'accompagnement là aussi. L'après-midi, elle peut venir, elle peut terminer plus tôt, et puis donc on s'arrange pour faire de l'accompagnement. Donc ça, c'est la loi, hein, c'est l'obligation de scolarité. Après 16 ans, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc après 16 ans, effectivement, alors même quelquefois, même un tout petit peu avant 16 ans, eh bien, on ne va plus à l'école. Sur le terrain, là, ils sont tous restés jusqu'à 16 ans. Et puis, il y a un jeune qui, qui était en SECPA jusqu'à la 3e, qui devait rentrer sur un lycée, lycée normal ou lycée professionnel ou technique. Il n'avait pas le niveau requis, donc il était sur une liste d'attente. Et il n'est pas rentré à 16 ans en lycée. Et donc on a mobilisé un dispositif de l'éducation nationale, hein, la mission générale d'insertion, la MGI, pour pendant 1 an eh bien, de bénéficier d'un statut de lycéen avec un accompagnement quand même très spécifique. Alors plus de matière, je dirais secondaire, enfin en tout cas maths et français intensif, et puis beaucoup d'activités autour de la pré-qualification, pré-professionnalisation, donc des stages, donc énormément de stages. Aline a dû en faire 5 ou 6 ou 7 dans l'année, hein, donc quasiment un tous les mois, stage de 15 jours, pour identifier un projet professionnel. Et suite à un stage où il y a eu, sinon la révélation, mais en tout cas une envie de travailler, eh bien, il est rentré au lycée Michelet en seconde, et puis bah, ça va relativement bien, quoi. Pour une autre jeune, bon, ça a été un peu le fiasco, donc elle a fait sa première année, enfin la seule année de MJI, puis maintenant là, bah, c'est retour un peu à la case départ. Bon, elle a, je pense, une progression différente. Et puis là maintenant, elle commence à nous ressolliciter pour dire « Ah, je voudrais faire de l'apprentissage, etc. » Donc on lui a expliqué « Bah oui, mais l'année dernière, il y avait cette possibilité-là beaucoup plus intensive pour t'accompagner. » Bon, mais on avance en marchant, quoi, hein, partout d'ailleurs. Voilà. Quelques partenaires qu'on avait mobilisés, la Maïf qui lançait aussi des appels à projets auxquels on avait répondu, et puis on avait gagné un petit montant, 2000 €. Bon, ça permet de faire bouillir la marmite, hein. Et puis le Conseil général qui est partenaire au niveau de l'éducation, eh bien c'est notamment l'aide à la subsistance. Alors ça ne s'appelle pas tout à fait comme ça maintenant, mais le Conseil général finance toutes les familles, enfin un certain nombre de familles qui ont été repérées depuis 2008, depuis 2009, hein, et puis ils peuvent bénéficier de l'aide à la subsistance tous les mois, qui est autour de 145 €, je crois, pour une famille qui a un enfant. Alors il faut avoir des enfants. Donc pour les moins de 6 ans, bah, il faut simplement qu'ils soient présents sur le terrain, enfin sur le sol français plutôt. Et puis de 6 à 16 ans, il y a cette obligation d'être inscrit dans une école. Donc sur présentation de certificat de scolarité, les familles peuvent bénéficier alors de 150 € par enfant, et puis de 290 € pour ceux qui ont 2 enfants. En tenant compte évidemment des revenus. Donc ceux qui ont la CAF sur le terrain maintenant, il n'y en a qu'une seule famille qui bénéficie de l'aide à la subsistance, parce que les autres soit ont la CAF, soit ont d'autres aides où ils travaillent, et donc les revenus sont supérieurs, quoi. Donc on réserve bien cette enveloppe-là pour bien les familles qui sont plutôt dans le besoin, quoi. Donc le Conseil général, alors je repense à pourquoi j'avais mis ça ici.
On avait bénéficié d'un financement la première année, ça s'appelait Une idée pour plus de solidarité. Donc ça, c'est un dispositif qui est reconduit d'une année sur l'autre, je pense, au Conseil général. Et puis, on y répond, on rentre dans les attendus de la collectivité, et puis on bénéficie de ce financement-là. Ce qui permet après d'avoir des conditions d'études là, le soir un petit peu plus convenables, et certainement mieux que les premiers temps. Alors c'est une photo qui parle d'elle-même, hein. Ça c'était sur le terrain sauvage avant qu'ils viennent sur le terrain autorisé municipal, le long de la Loire là. Ils étaient arrivés pendant l'été, et puis les enfants étaient quand même malgré tout inscrits à l'école. Et puis le soir, ils faisaient leurs devoirs comme ça, un petit peu les pieds dans la boue. Et puis avec des bureaux de fortune, hein, ils avaient trouvé des tabourets, des vieilles chaises et tout. Mais bon, on commençait à avancer tout doucement. Bon, et puis il y avait quand même cette perspective d'aller un petit peu plus loin, et surtout d'être dans de meilleures conditions. Voilà. Donc, pourquoi la mairie? Là aussi, on voit l'importance. Alors, c'est un peu mon discours ce soir, mais partout, et à tout moment, de dire qu'un projet comme Solerum ne peut se faire que s'il y a une volonté politique, à moins de trouver la bonne âme qui a un hectare et qui met à disposition, cela dit, avec en plus tous les écueils qu'on peut encore rencontrer par rapport à cet habitat mobile. Donc voilà, on en est quand même dans de meilleures conditions quand il y a une volonté politique qui après, comme les communes de Indre aussi, et Couëron et Trélières, etc., ont voulu continuer et imiter un peu le projet de Sainte-Luce. Là aussi, les acteurs, c'est les bénévoles. Donc là, on les a cités. On avait mis en place des actions. Alors, je pense qu'on doit appeler ça « Discutons ensemble ». La première année, des bénévoles venaient le mercredi matin et le samedi matin pour que les enfants, c'était leur première année d'école, donc ils maîtrisaient très peu le français. Et donc, on avait imaginé des activités assez ludiques pour apprendre un petit peu plus le français, donc sous forme de jeux. Voilà, donc on avait appelé ça « Discutons ensemble » parce que le principe c'était de ne pas du tout parler français, de ne pas du tout parler roumain, c'était que le français pendant ce temps de jeu, quoi. Bon, et puis avec tout l'intérêt éducatif des jeux, hein, la socialisation, le respect des règles, etc. Et puis, on a été contacté par une association qui s'appelle Expression Nomade. Donc, le terme est assez évocateur. C'est un groupe d'étudiantes des Beaux-Arts qui voulaient prolonger le cadre d'école classique par la création d'une association, et qui proposait ses services et ses savoirs, je dirais, auprès d'un certain nombre d'enfants, et ils avaient repéré, ils voulaient travailler avec Solerum. Donc là, ils travaillent tous les ans, un petit groupe de 5 ou 6 étudiantes, ou même maintenant qui sont sorties du circuit d'études, mais qui continuent, alors c'est le samedi après-midi, à dispenser des activités alors plutôt culturelles ou d'expression. Donc là aussi, toujours pour développer, on va participer au développement de l'enfant, hein, par ces activités éducatives. Et puis, dans ce chapitre-là, on termine par l'apprentissage du français. Certains à Solerum disent que c'est un échec. Moi, ou un semi-échec. Moi, je dis que c'est plutôt une semi-réussite quand même. On voulait que les femmes, notamment, apprennent bien le français. Alors pourquoi les femmes? Parce que les hommes, par leur activité, donc quand auparavant sur les terrains sauvages, ils vendent de la ferraille.
ils réparent leur voiture, donc ils sont confrontés avec les Français, ils vont acheter des pièces qui s'expriment en français. Et puis les hommes travaillent quand même beaucoup plus que les femmes, et donc la meilleure des méthodes d'apprentissage du français, hein, c'est par l'immersion, et donc travaillant chez des maraîchers, là on progresse rapidement. Les femmes ont tendance plutôt à rester sur le terrain parce qu'elles s'occupent des enfants, elles s'occupent du ménage, et donc on voyait une maîtrise du français quand même moindre par les femmes. Donc on avait plutôt ciblé l'apprentissage du français pour les femmes. On a peut-être fait une méthode un peu trop scolaire, hein, c'était porté par des enseignants et par des professeurs à la retraite. Et donc, il y avait quand même un écart entre les objectifs et nos attendus et puis la réalité. Cela dit, moi je constate quand même que certaines femmes, alors notamment, on peut citer Florina et Janina, là, ont eu les bases de français, donc la structuration de la phrase. Après, c'est le vocabulaire, quoi. Dès lors qu'on sait construire une phrase, hein, qui ressemble quand même un petit peu au roumain, eh bien, la grosse difficulté après, eh bien, c'est le vocabulaire, quoi. Et le vocabulaire, il s'acquiert par échange, par obligation, hein, quand on s'en va faire les courses au Super U ou demander chez le médecin et décrire des maladies. Voilà. Donc, apprentissage du français, pendant 1 an, on avait fait ça, et puis là maintenant, ça se prolonge pour 2 ou 3 personnes. Cela dit, ces personnes-là commencent à maîtriser, alors pas forcément, on aimerait qu'ils maîtrisent beaucoup mieux, beaucoup plus le français, mais bon, on fait aussi là petit à petit, quoi. L'intérêt évidemment de l'apprentissage et de l'éducation, hein, c'est le vivre ensemble, et c'est le développement, et puis c'est prendre du plaisir. Alors ils prennent du plaisir à l'école, je pense que les enfants prennent du plaisir à l'école, et puis aussi ils prennent du plaisir avec les autres. Donc là on est complètement dans le vivre ensemble. C'était à l'occasion justement des belles chaises, une manifestation à Nantes qui maintenant est terminée. Eh bien, tous les ans, il y avait une manifestation et on emmenait les enfants avec leur production pour montrer à l'ensemble de la population nantaise leur réalisation, et puis pour qu'on échange, quoi. Voilà. Le vivre ensemble, c'est ça, quoi. Troisième thème, la santé. La santé, alors, dans un premier temps, l'accès à la santé pour tous. Il faut savoir que, alors on a parlé, hein, du droit à la santé. Pendant 3 mois, tout étranger est considéré comme touriste ou visiteur, et puis au bout de 3 mois, toute personne en situation irrégulière peut prétendre à l'AME, l'aide médicale d'État, qui devient quand même de plus en plus difficile à obtenir, parce que on durcit, enfin oui, on durcit pas les conditions, mais on s'assure vraiment que toutes les conditions soient bien remplies. Et puis quand on est à 3 mois au moins 1 semaine de présence sur le territoire français, le dossier il est refusé, donc il est renvoyé. Alors comme ils ne sont pas domiciliés, enfin ils ont la domiciliation c'est au Gazprom, donc le temps d'aller au Gazprom, on perd 8 jours, 15 jours, 3 semaines, et puis au bout de 2 mois, le dossier, là où le courrier est perdu. Et donc là, voilà, des lourdeurs administratives. Je ne sais pas si c'est voulu, mais enfin, en tout cas, c'était voulu sous Sarkozy de rendre l'accès à l'AME payant, hein, donc c'était 30 euros. Ça a été supprimé, mais maintenant, on constate quand même des difficultés administratives. Et puis j'étais encore cet après-midi là avec quelqu'un dans la salle là pour des dossiers. C'est pour des petits détails, quoi. C'est vraiment des petits détails. Ils n'ont pas signé ici, donc le dossier doit repartir. Voilà. Sur Nantes, il y a cependant la permanence d'accès aux soins de santé, la PASS. Hein. Alors je le décrirai, enfin peut-être. Je vois Sylvie là qui pourra peut-être bien nous décrire ça, ou Françoise. Hein. La PASS, c'est
c'est un service d'État, hein, c'est porté par le CHU pour permettre à toute personne qui est en situation irrégulière, qui n'a pas forcément une couverture sociale, eh bien de prétendre à des soins de santé minimum, quoi. Donc à Nantes, il y a une PAS qui est assez active. Dans toutes les villes, c'est pas le cas, hein. Il y a une volonté, je dirais, locale du directeur ou de la directrice du CHU pour développer et de mettre en place des moyens à la bonne volonté de chaque CHU. Donc là, au CHU de Nantes, il y a une assistante sociale, il y a des médecins, il y a des infirmiers, des infirmières, il y a du personnel d'accueil, et puis ben voilà, toute personne étrangère en situation régulière, on ne demande pas les papiers, et bien ils peuvent prétendre à des soins de santé. Après, ils peuvent être envoyés au CHU et sur des services spécialisés. Et voilà, donc il faut souligner quand même la PAS. La PAS, eh bien, au début, sur le terrain, quand ils étaient en situation un peu délicate, eh bien, on a utilisé ces services de la PAS. Puis maintenant, on n'utilise plus du tout le service de la PAS, puisque on est vers le droit commun. Donc ils ont tous une carte vitale parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils travaillent, et puis ben, on réserve plutôt cette structure-là aux personnes qui sont sur les terrains, sur les autres terrains sauvages, et qui qui n'ont pas encore soit l'AME, soit une carte vitale, bien sûr, quoi. Donc, et puis à souligner aussi le travail de Médecins du Monde. Peut-être là, je me retourne encore, ou enfin je vise Sylvie, mais qui pourra peut-être décrire après, lors de l'échange, l'action de Médecins du Monde avec un fléchage particulier sur la population rome, sur l'agglomération nantaise. Alors, donc tout ça, c'est résumé sur cette diapo vers le droit commun. À Sainte-Luce, on travaille avec les médecins de ville, donc on a un cabinet médical, et puis les médecins ont dit banco, c'est pas le cas de tous, hein. D'ailleurs, il y a des médecins qui refusent de prendre des gens qui ont la CMU, par exemple, hein. Eh bien, bon, là, on a des médecins qui sont quand même assez sensibles à cette cause-là. Donc voilà, droit commun par les médecins de ville, la PMI. Il y a une PMI, un centre médico-social à Sainte-Luce, donc les familles ne peuvent pas prétendre aux autres services du centre médico-social, donc les services de l'assistant ou de l'assistante sociale. Par contre, la PMI, à la naissance, eh bien, tous les petits, là, maintenant, vont régulièrement, et pour le suivi de la pédiatre, du médecin, de la puéricultrice, et puis la vaccination, etc. Et puis là, oui, je citais aussi, pour résumer un petit peu tout ça, la carte vitale et la CMU. Donc les familles ayant travaillé ont des droits ouverts à la sécurité sociale. Ils ont la carte vitale, mais ils n'ont pas suffisamment de revenus pour prétendre à une mutuelle. Donc ils obtiennent la CMU. Il faut savoir que deux personnes qui avaient travaillé suffisamment se sont vues refuser la CMU adossée à la carte vitale de la MSA parce qu'ils étaient au-delà du plafond de revenus. Donc on avait souscrit une mutuelle privée, enfin, qui est très proche de la MSA. Et puis voilà, donc là on est vraiment dans le droit commun. Par contre, il faut expliquer aussi aux familles qu'arrive un moment avec des revenus suffisants, eh bien le droit commun minimum, eh bien il s'arrête et puis il rentre encore dans un autre droit, mais là où il faut payer, quoi, notamment par la mutuelle, quoi. Voilà. Un travail avec le planning familial, notamment sur la contraception. Donc là, une demande tout au début. Alors, il ne pose pas pour la photo du planning familial, mais c'était lors d'une fête, toutes les femmes s'étaient regroupées en disant « Allez, prends-nous en photo », et puis voilà. Et donc, je l'ai retrouvé, puis je dis « Tiens, au moins pour parler du planning familial, on va mettre une photo avec toutes les femmes. » Et là, il y a 4 générations. Et voilà, donc une première demande d'une femme, planning familial, et puis maintenant, comme c'est une grande famille, ils sont toutes belles-sœurs, cousines, etc.
Et donc voilà, donc planning familial, ça veut dire aussi tout le suivi. Et puis maintenant, on est sur des modes aussi de contraception, pas uniquement l'implant, mais le stérilet, et puis voilà. Donc ça avance quand même, ça avance parce que là on a, enfin, je sais pas si on déflore des secrets pour dire, enfin, si je dis que toutes les femmes ont un moyen de contraception, ou alors celles qui ne l'ont pas, c'est volontaire parce qu'elles veulent peut-être avoir des bébés, etc. Ouais, voilà. Donc, et puis tout au début, alors maintenant l'activité a diminué, là, le centre de vaccination qui passait sur les terrains et qui recensait tous les résidents, donc qui sont venus sur une année à trois dates différentes de façon à faire les rappels. Et puis maintenant, là, ils sont de plus en plus dans le droit commun, comme ils vont régulièrement chez le médecin. Carnets de santé qui ont été refaits pour certains qui ne l'avaient pas. Et puis, voilà, vaccination pour les enfants, c'est presque une obligation à l'école. Donc là, on a une couverture quasiment à 100% de la vaccination. Pour les adultes, je suis assez exigeant par rapport au tétanos, donc au moins là, le tétracoque, ou enfin les fameuses vaccinations avec les autres là. Diphtérie, tétanos, polio, et puis je ne sais plus quoi, le quatrième, coqueluche sans doute, au moins par rapport à leur activité alors de ferraille, donc c'est quand même dangereux. Et puis dans l'agriculture aussi, par rapport au tétanos, donc là, tous les adultes sont à jour quasiment en matière de couverture vaccinale. Et puis des actions qu'on avait menées, notamment avec la CPAM, pour faire des informations sur l'alimentation. Donc là, pour essayer de faire comprendre alors aux femmes, puisque c'est le domaine réservé des femmes, la cuisine, essayer de les sensibiliser à une meilleure alimentation, et puis à identifier par exemple que dans un litre de coca, il y a 50 morceaux de sucre et puis très peu de fruits, ou alors dans les fameux oasis ou produits, quand ils croient acheter des fruits, des sirops de fruits, c'est que du sucre, et puis il y a 0,03% de fruits, quoi, voilà. Et des actions aussi qu'on continue à mener autour de l'hygiène dentaire. Là aussi, c'est une des raisons de leur venue en France. On disait l'autre fois une raison économique, et puis une raison aussi sanitaire, parce que l'absence d'hygiène alimentaire, d'hygiène dentaire font qu'ils ont un état de dents déplorable. J'étais ce matin encore au centre de soins dentaires avec une jeune de 18 ans. On a 28 dents. Je pense qu'elle devait en avoir 5 ou 6 de bonnes, quoi. Et toutes les autres sont ou pourries, ou carriées, ou cassées. Et donc voilà. Donc c'est aussi là quand même une réalité. Donc on avait sensibilisé avec des intervenants, des étudiants du centre de soins dentaires du CHU, là, sur des activités justement de sensibilisation à l'hygiène dentaire. Voilà. Et on termine par le quatrième axe de notre projet, le travail. On en avait déjà parlé la semaine dernière par rapport au droit. Le travail, c'est toujours la préfecture et la directe. Donc la directe, c'est la nouvelle direction départementale du travail et de l'emploi. Donc la préfecture, pourquoi partenaire? Parce que quand les personnes ont des contrats supérieurs à 3 mois ou supérieurs à 6 mois, on fait un changement de statut et on leur demande une carte de séjour, donc ça transite par la préfecture. J'ai expliqué que la semaine dernière, maintenant, avec la nouvelle circulaire du 30 ou 31 janvier 2013, les jeunes, enfin, les Roumains peuvent s'inscrire comme demandeurs d'emploi et puis prétendre à des emplois aidés sur les chantiers d'insertion. Donc il y en avait il y a deux qui sont sur des chantiers d'insertion à Sainte-Luce.
eh bien, il y a le dossier administratif qui transite par la préfecture et puis par la directe. Et on a bénéficié d'une aide du Fonds social européen. Donc c'est porté sur la région des Pays de Loire par la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, et on a fait un dossier FSE dans un dispositif 4.2.3 sur les micro-projets pour intensifier le travail, la recherche de travail pour les familles. Donc un dossier européen assez lourd pour obtenir une aide, qui nous a permis comme ça, je cherche mon mot, d'asseoir le poste de ma collègue là, et puis de faire le travail de recherche et toutes ces recherches auprès des employeurs, le travail administratif sur les chantiers d'insertion. C'était pas une mince affaire parce que c'était quand même très lourd à faire ça. Le conseil régional, on a bénéficié dans une ligne, c'était de mémoire la lutte contre les discriminations et pour l'égalité homme-femme. Il y avait une possibilité de financement et on a fait une formation pendant 42 heures, donc 6 ou 7 jours, je ne sais plus, avec retravailler pour former les femmes au métier du ménage et de l'entretien, croyant que ça allait déboucher aussi sur des emplois. Ça débouche, alors il y a une femme qui travaille maintenant qui est, on va dire à 3/4 temps à peu près, qui ne fait pas partie du terrain mais que j'accompagne à côté, qui elle fait du ménage, parce que bon, elle n'est pas mobile, elle ne peut pas travailler avec les autres, alors que les femmes sur le terrain, quand ils s'en vont travailler chez les maraîchers, ils sont accompagnés par les hommes, il y a souvent une équipe qui va chez les maraîchers. Cette mobilité là chez les femmes, l'absence de permis et de mobilité, effectivement c'est un frein pour notamment les activités de ménage où là on demande forcément une mobilité. Et les femmes préfèrent travailler dans les champs, chez les maraîchers, sur des contrats beaucoup plus courts, mais plus intenses, c'est-à-dire on a un plein temps pendant 3 mois, plutôt que de travailler 3 heures par semaine. Donc économiquement, financièrement, c'est plus intéressant de travailler, de faire les saisons, quoi. Voilà. Et puis Nantes Métropole prend en charge l'association là dans sa prérogative économie sociale et solidaire. Donc on a une action qui est reconnue par Nantes Métropole et donc financée par Nantes Métropole. Voilà. On a parlé beaucoup de sous, les sous étant un peu le nerf de la guerre, ce qui permet quand même, et puis vous l'avez compris à partir des différentes activités, de pouvoir au moins confirmer un plein temps. Donc il y a un plein temps et moi à temps partiel. Et puis ça suppose aussi, par exemple, d'accueillir des volontaires de service civique. Il faut avoir les moyens humains et puis matériels pour accueillir ces jeunes-là. Et puis on a aussi, on pourrait terminer là-dessus, dans cette idée d'éducation permanente et d'éducation populaire, une volonté d'accueillir des stagiaires. On n'en a pas parlé, mais tout au long de l'année, on accueille des stagiaires. Là aussi, on participe à la formation des jeunes, la formation tout au long de la vie. Et donc, la question de l'accueil de stagiaires actuellement, c'est un peu compliqué. Il y avait les étudiants et étudiantes des écoles sociales qui manifestaient parce qu'effectivement, la loi maintenant oblige tout employeur qui accueille un stagiaire sur des contrats, sur des durées supérieures à 2 mois, de payer à hauteur de SMIC, 30% du SMIC, ça représente quand même une somme. Et donc, nous, on a fait le choix d'accueillir des stagiaires rémunérés, qu'on rémunérait au prorata de leur temps de présence sur l'association, mais effectivement, on rentre dans cette démarche-là. Donc, Soleil Rome, c'est pas simplement
travailler pour les 10 familles, mais c'est effectivement de rayonner, le vivre ensemble, c'est ça, quoi, hein. Les stagiaires, on vit aussi avec les stagiaires, et donc si les familles roms nous permettent aussi bien de défendre des valeurs comme l'éducation permanente et l'éducation populaire, eh bien, merci pour elles, si en plus on les accompagne bien sûr dans leur démarche d'insertion. J'ai fait un petit peu court là pour ce soir, pour qu'on puisse peut-être échanger à partir de ce que j'ai pu dire.